Salut tout le monde, Nicolas Richard au micro et aujourd'hui à l'émission, on jase de techno et de e-sport avec l'invité du jour, Arnaud Leblanc. Bonjour. Bienvenue à Jeune d'aujourd'hui. Salut tout le monde, Arnaud, salut. Bonjour. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est toujours bon de commencer avec un petit peu d'actualité pour bien démarrer une émission. On a appris justement que 10 membres indépendants du conseil d'administration du Centre universitaire de santé McGill ont démissionné parce qu'ils étaient incapables de travailler avec le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Mais comme on dit, une fois la confiance perdue, 10 électeurs de retrouver, ils finissent toujours par gagner des votes malgré leur petite gaffe chez les libéraux. Je sais pas si tu as vu aussi, il y a un immense iceberg de 1000 milliards de tonnes qui s'est détaché de l'Antarctique. Mais à mon avis, il va avoir le temps de fondre avant que Marc Bergevin réussisse à trouver un centre numéro 1. Il y a quelques jours aussi, le gouvernement de Philippe Couillard s'est dit inquiet que certaines communautés anglophones du Québec se fassent assimiler par les francophones. Certes, ce qui pourrait être encore pire, c'est que M. Couillard soit premier ministre du Québec. Parlant justement de bons chefs d'État, Donald Trump a dit s'entendre très très bien avec Vladimir Poutine pour la simple et bonne raison que ce sont deux puissances nucléaires. Ça, c'est lui qui l'a dit. Sauf que, comme on dit, c'est une amitié qui demeure explosive. Oula! Et finalement, il y a une bombe vieille de 258 ans qui a été trouvée en dessous d'une des rues de la ville de Québec et qui est toujours active. Si ça a pris quasiment 3 siècles pour trouver une bombe active du général Wolfe, ça fait juste nous prouver qu'une fois de plus, la ville de la bombe agit retardement. Je vais vous présenter maintenant l'invité du jour. Arnaud Leblanc, salut. Oui, bonjour. Salut, comment vas-tu? Mais ça va super bien, toi? Ça va à ravir. Donc, Arnaud Leblanc, étudiant en communication, futur étudiant en communication au profil média numérique à l'UQAM. Donc, tu veux pas vraiment d'avenir? Exactement. Tout au long de moi, j'ai décidé d'annuler ma carrière en partant à la communication à l'UQAM. Juste ça qui est gagnant. Voilà. On se connaît du programme de journalisme du Cégep de Saint-Jérôme. Depuis ce temps, on a de sacrés fous rires. De sacrés fous rires, une très belle relation qui continue à se développer. Je t'ai appelé aujourd'hui, je t'ai contacté pour que tu viennes me parler d'un phénomène qui m'est vraiment étranger. C'est-à-dire le domaine techno, plus particulièrement les e-sports. Parce qu'on en parlait souvent au Cégep. T'es un fan de ce genre de discipline. Puis je voulais qu'on en parle parce que moi, ça me fascine. Je veux dire, ça m'intéresse. C'est pas mon champ d'intérêt habituel, disons-le comme ça, mais j'ai le goût d'en apprendre parce que c'est un phénomène grandissant. Peux-tu commencer par nous expliquer c'est quoi les e-sports? Oui, le e-sports, en fait, qui, de sa définition, est un sport électronique. Le E des e-sports, qui est pour électronique, justement, qui est en fait une compétition de jeux vidéo professionnels. Quand je parle de ça, c'est plusieurs jeux vidéo. On parle notamment de League of Legends, de Rocket League, mais ça, je vais parler de ça un peu plus tard. Mais le e-sport, c'est vraiment spécifiquement le jeu vidéo à un niveau professionnel. OK, mais quand tu dis compétition, là, c'est des gens qui se rassemblent et qui jouent un contre l'autre. Oui, exactement. Mais la plupart du temps, dans le e-sport, c'est beaucoup des jeux d'équipe. On va parler des jeux de stratégie, des jeux qui demandent la collaboration entre les joueurs. Et il y a vraiment un gros développement autour de ce milieu-là, vraiment, pour les e-sports. Justement, parlons-en. Depuis quand c'est à ce point populaire? Oui, le e-sports est populaire depuis quelques années, mais ça fait vraiment longtemps que les e-sports existent, étonnamment. Au début des années 80, début des années 90 aussi, ça a continué. Le e-sports, avec les premiers jeux vidéo, avait commencé. Je parle notamment avec Space Invaders, Pac-Man, avec les premiers Mortal Kombat, quand ils sont sortis en 92. On a eu une montée de ce goût-là pour jouer un jeu, mais à un niveau supérieur. Et les gens s'assemblaient dans des salles, ça c'est au début, on parlait au début des années 90, s'assemblaient dans des salles pour faire des tournois avec un peu d'argent en jeu, etc. Mais c'est vraiment depuis quelques années que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur, notamment à cause de League of Legends. Ok, justement, j'ai de la misère à comprendre ça un peu. Peux-tu m'expliquer comme l'ampleur du phénomène? Parce que ils disent, sur certains sites que j'ai consultés, il y a plus de joueurs de League of Legends que de gens qui vivent en France. Oui. Donc c'est fou que ça, on parle d'un jeu. Là. Oui. Dans le fond, pour parler plus spécifiquement de League of Legends, c'est un jeu qui est sorti en 2009 qui au départ avait fait un succès qui était assez médiocre. Ça a pris quelques années justement parce que qu'est-ce qui les a vraiment augmentés puis mis sur la carte League of Legends, ça a été les premiers à vraiment investir dans les infrastructures pour le e-sports pour vraiment
appeler un grand public. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est investir dans des gros événements, de la visibilité dans des stades, avoir des journalistes qui couvrent les événements, des émissions reliées à ça. Puis ce que ça fait, c'est que le jeu est devenu de plus en plus populaire et c'est un jeu qui continue à se développer, il y a des mises à jour constantes, ce qui fait que le nombre de joueurs, le bassin de joueurs augmente. Puis il y a des joueurs de partout dans le monde qui jouent à ça. Puis c'est pour ça que l'intérêt pour le e-sports de League of Legends est là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, comme tu disais avec le... Mais est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que c'est LoL qui a contribué au succès du e-sport ou c'est plutôt le e-sport qui a contribué au succès de LoL? Je pense que c'est un peu dans les deux sens, dans le sens que League of Legends a vraiment été les premiers à grossir la chose, mais avant ça, les e-sports commençaient à émerger. Mais je pense que c'est vraiment League of Legends qui a comme donné un nouveau vent aux e-sports, là, exactement. On dit qu'en 2016, le e-sport a fait 493 millions de dollars de profit. Oui. Comment cette organisation-là parvient à se faire autant d'argent? D'entrée de jeu, ce qui est important à comprendre, c'est que ces chiffres-là peuvent vraiment avoir l'air faramineux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que League of Legends, c'est un jeu, mais il y a beaucoup d'e-sports de d'autres jeux aussi. Puis ce qui fait que souvent, ces calculs-là sont faits avec tous les jeux réunis ensemble. Ce qui fait que c'est comme un peu dire si on calculait tous les sports d'une catégorie ensemble et tout. Mettons, c'est vraiment beaucoup, tu sais, je pense notamment il y a League of Legends, il y a des jeux comme Counter-Strike, des jeux de guerre. Fait que tu dis, c'est comme si un peu on prenait les profits du hockey en considérant la LNH, la KHL, la LGMQ. L'ensemble. Il y a des sports, il y a des e-sports plus précisément qui ont un peu plus de profit que d'autres, ça c'est normal, comme League of Legends. Mais notamment, pourquoi il y a aussi d'argent qui sont développés là-dedans? Ben, c'est parce que les compagnies qui investissent là-dedans, c'est des gros noms. On parle des compagnies d'électronique, on parle de Samsung, on parle de Intel, on parle de Dell. Des grosses compagnies qui investissent beaucoup d'argent, qui font beaucoup d'argent, eux, dans leur compagnie. Puis c'est eux qui vont redonner au e-sports. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui brasse dans ce milieu-là. Parce que j'ai regardé, il y a un gars, j'ai regardé un documentaire sur Vice qui est vraiment intéressant, qui s'appelle The Celebrity Millionaires of Competitive Gaming, qui est super intéressant pour les gens qui s'y connaissent pas vraiment comme moi. Puis il y avait un gars là-dedans qui avait 21 ans, qui était champion des sports, qui était multimillionnaire, qui chauffait une Lamborghini. Donc c'est fou, là. Ouais, non, c'est... Puis il y a beaucoup de monde qui doute encore qu'il y a une carrière possible dans le jeu vidéo professionnel, mais c'est totalement faux. Parce que en plus du salaire de base qui sont offerts par leur équipe, les joueurs peuvent gagner des bourses qui sont énormes, dépendamment de la compétition à laquelle ils participent. Je pense au Mondial League of Legends, l'équipe gagnante, c'est un montant de 2 millions qui se partage à 5. Fait qu'on parle de quand même un montant qui est environ 400 000 chaque. C'est beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Puis justement, comme tu disais, que les jeunes ont beaucoup accès à ça parce que c'est 99% des jeunes qui font les e-sports. Puis là, on parle de compétition, de bourse, mais comment ça marche une compétition de e-sport, là? Ouais, dans le fond, on va commencer par. Je vais aller par le League of Legends parce que lui qui a vraiment développé son cercle autour de ça. Dans le fond, League of Legends est divisé en plusieurs régions à travers le monde. Fait qu'on a la région de la Corée, la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord principalement. Chaque région a son tournoi. Il y a plusieurs équipes. Je vais prendre l'exemple ici d'Amérique du Nord. On a à peu près un tournoi, environ une dizaine d'équipes qui s'affrontent, qui font des matchs. Il y a un classement un peu comme le hockey. Ils font des parties. Il y a le meilleur. Il y a les éliminatoires. Puis là, le gagnant gagne. C'est vraiment exactement comme au hockey, là, ou n'importe quel sport avec une branche comme ça, comme un tournoi. Bon. Il y a différents trucs qui sont aussi... qui se basent différemment. Je sais que, mettons, il y a des e-sports qui sont un peu moins développés. Je pense à Overwatch, qui est un jeu qui est sorti l'année passée, qui commence à développer son e-sports. Eux, ils ont décidé, par exemple, d'y aller plus avec par ville. Fait qu'un peu plus comme une ligue nationale marcherait, tu comprends? Ouais. Parce que des équipes de League of Legends ne sont pas attitrées à une ville. C'est un parti privé qui va décider de se partir une équipe, mais c'est pas, exemple, les Thunderlords de Tampa Bay. Ça peut être n'importe où, tu sais. Brillant nom. Exact, tu sais, si je sors ça de ma tête comme ça. Mais... des jeux comme Overwatch, c'est différent comme ça. Mais il y a beaucoup aussi d'aspects. Le recrutage est très important dans League of Legends parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a un énorme bassin de joueurs. Puis c'est pour ça que le prochain point, je vais parler du Québécois Jean-Sébastien Théry, qu'il y a des millions de joueurs qui jouent en Amérique du Nord, puis c'est comme les 10 meilleurs qui se font remarquer. Fait qu'il faut vraiment que tu te démarques, puis c'est là que c'est exceptionnel. Mais tu parlais du Québécois, il y a lui dont Théry, tu parlais, il y a une fille aussi qui est assez bonne. C'est venu arriver, mais pourquoi j'ai l'impression qu'au Québec, on en entend moins parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ici? Ou... Moi, je pense que un peu le problème au Québec, c'est que c'est encore une technologie qui est nouvelle, puis je pense que pour faire le pas en e-sports, ça prend un risque. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, au niveau des médias, puis au niveau du... Ça commence par les médias, mais au niveau du folklore comme ça, on n'a comme pas pris ce risque-là. Tu sais, je vais prendre, mettons, un exemple pour le reste du Canada qui a décidé
Bon, bam, on offre des programmes universitaires dans nos universités de e-sports. Bam, on commence des ligues, on fait des tournois avec les États-Unis. Juste ça commence à... Puis là, le monde, ils vont commencer à... OK, là, il y a les e-sports qui existent. Mais ici, au Québec, c'est tout récent. On a eu un programme de parascolaire à Matane, de e-sports, au cégep, qui commence avec quelques jeunes. À Matane? À Matane, au cégep de Matane. Ils ont bien ciblé. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un petit programme comme ça. On a quelques athlètes, justement. Une métropole, ils ont vraiment... Ils sont allés chercher du sport. Mais c'est ça. Le problème avec ça, c'est ça. Puis là, je veux faire un parallèle aussi avec la Corée. On regarde la Corée, qui ont comme à peu près 10 ans d'avance sur nous, sur les e-sports. Déjà là, le e-sports est le sport national de la Corée. Déjà, à ce point-là, c'est reconnu comme un sport officiel. Il y a des stades qui sont construits juste pour les e-sports. Il y a des écoles de e-sports. Les athlètes, c'est littéralement des vedettes là-bas. Fait que je pense que ça vient dans cette espèce de move-là qu'il faut que les médias, entre autres, puis commencent à faire, mais c'est encore frileux un peu au Québec. Okay. Mais j'ai l'impression que la vague est tellement grosse autour, aux États-Unis et dans le reste du Canada, que je pense que tôt ou tard, le Québec va embarquer dans cette vague-là aussi. Je voulais comprendre un autre truc aussi, mais tu l'as bien expliqué, notamment avec la Corée, que là-bas c'est des vedettes, mais je voulais comprendre à quel point dans d'autres pays c'est populaire, parce que je regardais les vidéos, puis c'est quasiment juste des Asiatiques, là, les grands champions, puis on dirait que là-bas, ils sont maniaques là, de ces gens-là. C'est sûr qu'il y a une domination, puis c'est un peu ça le problème que souvent les sports ont, là, c'est que les jeux vidéo en Corée, dans les pays asiatiques, c'est très développé. C'est pour ça que souvent il y a comme une espèce de déséquilibre entre les compétitions. C'est beaucoup des Asiatiques qui gagnent, mais surprenamment, il y a vraiment un gros bassin de joueurs qui provient beaucoup des États-Unis, beaucoup de l'Europe aussi. Puis je pense que ce qui fait un peu, qui trompe un peu la chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, on appelle ça des imports, qui viennent de Corée, d'Asie, de différents pays, et qui viennent jouer ici comme un visa de travail, comme un athlète pourrait changer de pays, puis qui viennent jouer en Europe puis aux États-Unis. Fait que ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes mixtes, puis il y a quand même le roulement asiatique vient ici, il y a quand même une grosse migration dans le monde du e-sport. Mais non, la popularité du e-sport, surtout aux États-Unis, là, est grandissante. Mais pourquoi ils viennent ici si c'est là-bas vraiment le gros noyau du e-sport? Parce qu'il y a plus de ressources? Il y a plus d'argent ici. Ouais. Parce que les compagnies américaines voient qu'il y a un potentiel, puis ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent à investir. Les compagnies américaines de technologie ont vraiment beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Et ce qui fait que ils payent cher pour avoir des joueurs qui viennent de d'autres pays, justement. La prochaine question, c'est une question, la question qui tue. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, le fait de jouer comme ça à des jeux vidéo, c'est un sport? Parce qu'on dit e-sport, mais j'ai de la misère à saisir pourquoi ça devrait être un sport. Moi, je suis un peu ambigu là-dedans. Je pense que c'est un sport dans la mesure où le « est très important. C'est un e-sport, c'est un sport électronique. Je crois pas que c'est un sport au même titre que le football, le hockey. Je vois pas ça comme ça, mais je le vois au même titre que, disons, le sport automobile, le sport équestre. C'est une autre catégorie de sport. Parce que moi, dans ma tête, un sport, à proprement dit, oui, c'est une activité physique, mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est important qu'on peut changer les définitions d'un mot. Puis avec aujourd'hui le e-sport, je pense que ça correspond à cette définition de sport-là qui est plus large. Mais je pense qu'il y a deux aspects au sport. Il y a la portion des gens qui disent le sport, c'est une activité dans laquelle on bouge, on fait un effort physique. Puis l'autre pensée qui est le sport, c'est de la compétition. Ouais. Si on y va dans cet aspect-là, le e-sport... Je le vois un peu dans la compétition, mais je le vois aussi de l'aspect qu'il y a des sports qui sont techniques aussi. Tu sais, demander jouer aux jeux vidéo d'une façon professionnelle, là, ça demande des réflexes puis une dextérité technique qui est fou, qui est folle. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs sports qui sont techniques, exactement comme exemple. On peut prendre le tir à l'arc ou le dard, l'échec, mangeage de dog. C'est ça. À un certain degré, on pourrait quasiment dire que tout est un sport. Moi, je pense que c'est un sport, oui, mais c'est important de différencier, c'est un sport électronique. Puis je pense que le gros débat, c'est qu'on veut trop délimiter sur un sport. Ouais. Moi, je pense que c'est un sport électronique. Puis c'est ça. Puis je pense que ça vient pas nécessairement à cause que le monde aime pas les sports, c'est juste que c'est trop nouveau. Tu sais, comme le sport automobile, il y a plus personne qui s'obstine là-dessus. C'est un sport, c'est pas, tu sais, ça joue à RDS, ça joue, puis il y a personne qui s'obstine là-dessus, tu sais. Mais le e-sport, c'est encore nouveau, on est un petit peu de la misère avec ça. Mais moi, je suis convaincu que c'est un sport. Simplement un sport électronique. C'est juste une autre catégorie à part de sport, mais je suis convaincu sans sûr. Dis-moi, c'est quoi la différence entre e-sport et e-game? Ouais, mais dans le fond, e-games, on va parler de... Ça peut être, il y a plusieurs compétitions qui sont données ce titre-là, e-games, mais e-sport, ça a été adopté plus tard, dans le fond, pour vraiment, quand cette industrie-là a été de plus en plus grande, ils ont donné ce nouveau terme-là qui est e-sports parce que c'est comme un peu plus régi comme un... Mais le e-game, c'est une sous-catégorie? Ouais.
Mais les e-games, c'est, j'ai envie de dire, un peu quasiment un synonyme de e-sports dans la mesure où, genre, de dire e-games, c'est comme le vieux terme avant que toute cette infrastructure-là autour du e-sport se développe. Parce que quand je faisais mes recherches, là, je tombais sur des résultats. Des fois, ils disaient e-sport, des fois, ils disaient e-games. Exactement, c'est ça. C'est juste parce que le e-sport, c'est comme le nouveau terme qui est comme globalisé. Mais ouais, les e-games aussi, c'est un terme qui était utilisé avant. Et comment les joueurs, dis-moi, comment les joueurs se préparent à ces tournois-là? Parce que je lisais qu'il y a des joueurs qui dans le jargon, game 18 heures par jour. Ouais. C'est ça. Puis ça demande, étonnamment, ça demande une meilleure forme physique qu'on pourrait le croire. Justement, j'ai parlé à Étienne Veilleux, un journaliste de RDS, qui disait que il avait lui aussi parlé à Jean-Sébastien Théry, qui est un athlète qui a été signé en Californie pour une équipe semi-professionnelle. Puis il disait que ça prend beaucoup d'entraînement. Là, qu'est-ce que je veux dire, c'est vraiment important. Pas nécessairement de l'entraînement physique en musculation, mais ça prend quand même une bonne forme de vie, notamment à cause du yoga, des étirements, puis de l'exercice pour avoir une bonne forme physique, parce que c'est dur à dire, mais c'est forçant de rester assis dans une chaise 18 heures de temps. Ça peut faire mal au corps, c'est difficile. Tu sais, des fois, là, tu sais très bien que moi, là, on reste quelques heures assis à faire quelque chose, on a mal. Mais eux, ces joueurs-là, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient concentrés, sont tendus. Et de plus en plus, ce qui est vraiment l'aspect positif, je pense, du e-sport, c'est que les joueurs qui sont pas en forme, qui se font de l'embonpoint, qui ont des problèmes d'obésité, qui ont des problèmes de santé, ils performent moins bien. Parce que justement, d'avoir un moins bon cardio, d'avoir une moins bonne santé, ben pour faire n'importe quoi, c'est plus difficile. Fait que quand tu es dans une compétition sous un haut stress, les personnes qui ont un moins bon cardio, ils vont avoir plus de la misère. Fait que c'est pour ça que les compagnies qui littéralement engagent des joueurs, ils ont un contrat à respecter, ils ont des heures d'entraînement à faire, ils ont du gym à faire, ils ont de l'étirement à faire, ils ont beaucoup de trucs. C'est sûr qu'ils passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, évidemment, parce que c'est pour ça qu'ils sont payés. Mais non, ils s'entraînent beaucoup, ils sont suivis par un psychologue sportif, leur alimentation est surveillée. Non, c'est vraiment. Ils ont beaucoup développé le autour de l'athlète. Mais tu parles de s'entraîner physiquement, mais s'entraîner mentalement aussi. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui vont. Faut que tu sois fait fort là, pour. Exactement. Puis il y a beaucoup, justement, je regardais un joueur, ses exercices, puis ils ont différents programmes sur leur ordinateur, mettons, pour tester les réflexes. Il va avoir, mettons, un voyant lumineux qui va apparaître sur l'écran, puis ça va être aller en 0.5 secondes. Puis ils sont vraiment. Puis aussi, ils pratiquent beaucoup leurs yeux, parce que c'est difficile de regarder un écran longtemps. Fait qu'ils font beaucoup des exercices pour garder leur vision le plus longtemps possible. Fait que non, c'est vraiment. Ils font le plus possible pour que l'exercice de leur métier soit un peu comme dans un vrai sport. On va les surveiller beaucoup, mettons, les joueurs de hockey pour pas qu'ils se blessent un peu. Ben, c'est la même genre d'affaire. Les blessures sont différentes, mais les blessures sont toujours là. Et à quoi ils jouent quand ils se pratiquent, ces gars-là? Est-ce qu'ils se pratiquent au même jeu auquel ils vont jouer? Parce que je me dis, si tu t'entraînes dans un sport, ben, tu fais un exercice qui, par exemple, un corps arrière au football, ben, il va lancer des ballons, puis il va pratiquer des séries de jeux. Mais comment ça se pratique? Dans le fond, il y a plusieurs aspects. Je vais prendre deux exemples, Counter-Strike puis League of Legends. Pour League of Legends, qui est un jeu de stratégie, un jeu de rôle, il y a beaucoup l'aspect qui est stratégie, quel équipement je vais utiliser, quel mouvement je vais faire à travers la map, exactement, des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup l'aspect de étudier littéralement le jeu. Fait que lire sur le jeu, comprendre comment ça marche. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais il y a les joueurs qui vont... Il y a deux types d'entraînement. Ils vont pratiquer en solo, fait que littéralement leur temps de réaction, leur truc, en se faisant des exercices, ils vont se faire envoyer des trucs de tous les côtés, il va falloir qu'ils l'évitent. Fait que des trucs comme vraiment des entraînements en solo comparables à un exercice individuel d'un autre athlète. Et sinon, il va y avoir beaucoup d'exercices en équipe pour pratiquer la communication. Mais les joueurs d'e-sport jouent aussi à d'autres jeux, justement, pour comme varier, puis aussi pratiquer leurs réflexes dans d'autres situations, parce que des fois, juste répéter le mouvement, il faut qu'il y ait une version plus large. Pour si on se quitte Counter-Strike, mais ça va être un peu le même principe, ça va être de pratiquer leur visée sur différentes cibles de plus en plus petites, ça va être de pratiquer leur communication, puis de comprendre aussi, parce que mettons Counter-Strike, on parle d'un jeu qui se joue souvent sur les mêmes cartes, fait qu'à un moment donné tu comprends tellement la carte, tu sais que l'ennemi pourrait arriver par là, puis tu t'étudies le jeu, tu connais tout comme de ta poche, c'est vraiment ça qui est important, puis cette partie-là d'étude est souvent négligée, on pense pas à ça, mais en plus de jouer 18 heures par jour, faut qu'ils lisent, faut qu'ils apprennent tout ça. Fait que c'est vraiment, comme les corps arrière apprennent le livre de jeu. C'est un peu le même genre de principe, c'est un peu comme apprendre un livre de jeu. Tu sais, juste que là, c'est de comprendre comment ton personnage peut bouger sur la carte, puis qu'est-ce qu'il peut faire. Autrement dit, c'est dans le but d'arriver en compétition, puis de laisser le moins de place possible à l'improvisation. Exactement. Puis je pense que une des affaires de League of Legends qui est assez fascinante, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle des patchs, des mises à jour, qui arrivent à chaque, j'ai envie de dire, au mois, un mois et demi. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils changent complètement comment le jeu se joue. Je me donne un exemple. Exemple,
au mois d'août, tel personnage, parce qu'à League of Legends, il y a à peu près plus de 130 personnages, tel personnage est trop fort, on le met moins fort. Mais là, toutes les équipes sont mélangées parce que là, lui, il est moins fort. Fait que là, il faut tout qu'ils changent leur stratégie. Mais ça, c'est pas le genre de truc que tu vas voir dans des sports conventionnels. Parce que les règles vont pas changer dans un sport. Mais dans les sports, il faut tout le temps que tu t'adaptes. C'est comme si dans la NFL, après la deuxième partie, ce règlement-là, il n'y a pas de bon sens, on le change demain. Mais c'est ça, fait que ça change beaucoup, puis c'est beaucoup d'adaptation aussi. Puis toi, personnellement, qu'est-ce qui t'impressionne dans les games? Ben moi, je pense que ce qui m'impressionne dans les games, c'est à quel point ils ont réussi à bâtir comme un empire. Un empire, mais c'est quasiment ça. Parce que, tu sais, des fois, on regarde, puis là, on se dit, OK, genre, ils sont vraiment partis d'un truc qui était vraiment niché, qui était spécialisé, dans des gros stades. Ça remplit Staples Centers. Les mondiaux sont plus regardés que la finale de la NBA. Tu sais, c'est comme ça, même pas de bon sens. Il y a des émissions d'analyse. On dirait quasiment, j'ai envie de dire, on dirait comme c'est un vrai sport. Ouais. C'est ça, c'est rendu un vrai sport. C'est ça qui me fascine. Puis moi, étant un gamer moi-même, j'ai l'impression que de voir des cyberathlètes, des athlètes jouer à un jeu à un niveau tellement élevé, un peu comme un vrai sport. Si t'es sportif toi-même, tu regardes un match puis tu dis ils sont tellement bons, mais c'est un peu le même principe qu'on voit avec les sports. Tu dis que t'es un gamer toi-même, je rebondis là-dessus. Est-ce que quand on joue à des jeux vidéo comme toi puis quand on connaît ça, est-ce qu'on a cet espoir-là d'un jour faire partie des games du sport ou... Je pense que c'est un peu comme dans les vrais sports. Tu sais, tu peux jouer à un sport pour t'amuser puis sans avoir vraiment de but professionnel comme tu peux l'avoir. La seule différence, j'ai envie de dire, c'est que c'est un peu plus difficile de vraiment de percer en e-sport. Pas parce que c'est nécessairement plus difficile que d'être un athlète professionnel, c'est aussi difficile, mais c'est parce que souvent c'est moins bien vu de ton entourage. Tu sais, si tu dis à des parents hey, je m'en vais jouer au hockey dehors, je vais me pratiquer pour être un joueur de la NHL, personne ne va t'empêcher. Mais si tu dis à tes parents hey maman, dérange-moi pas, je m'en vais jouer 3h30 à mes jeux. Parce que justement, c'est un peu plus difficile pour les parents de comprendre qu'il y a une carrière qui est possible là-dedans. Puis justement, la carrière, elle vient à cause des programmes comme sport-études qui en Asie. J'imagine que ces joueurs-là peuvent se rendre entre autres, en Asie, ça se développe beaucoup. Puis là-dessus, justement, c'est pour ça qu'ils recrutent d'un plus gros bassin de joueurs. Mais ici, c'est encore de façon individuelle. Fait que les joueurs vont jouer sur le jeu lui-même. Puis ils vont être tellement bons, ils vont être dans les meilleurs, ils vont être dans les listes les plus élevées, qu'ils vont se faire repêcher par des équipes. Mais comme je te dis, les infrastructures ici sont tellement limitées que c'est pour ça qu'on a Stéphanie Harvey, on a Jean-Sébastien Théry. Tu sais, c'est tout. Tu sais, on n'a pas beaucoup de personnes. Tandis qu'en Asie, ils forment littéralement des joueurs pour ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont à choisir entre 3000 joueurs. Tu sais, dans une année, nous, on n'a pas beaucoup à offrir pour ça en ce moment. Tu sais. Et est-ce que tantôt tu parlais justement que c'est peut-être moins bien vu? Est-ce que c'est à ce point négligé cette discipline-là qu'à ton avis, ça viendra jamais, je veux dire, devenir populaire ici, tu sais? Je pense pas que c'est négligé. Je pense que ça l'est en ce moment par la plus vieille génération. Je veux dire, est-ce qu'un jour ça va devenir populaire et normal de faire du sport ici? Puis ça va venir avec le temps juste parce que la plus vieille génération a de la misère à comprendre ce phénomène-là. Mais avec des gens comme moi, toi, qui comprends que ça c'est un phénomène, même si, mettons exemple, toi ça t'intéresse pas tant que ça, mais d'avoir un... Ah, mais maintenant ça... Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, mettons exemple, je parle de quelqu'un qui va être passionné de e-sports, ben cette personne-là va vieillir, puis pour lui ça va être normal. Ouais. Ses enfants vont naître dans un monde où d'écouter Sport 30 puis qui parle de e-sports, c'est normal pour lui. Mais c'est parce que là, en ce moment, tu vois des gens que là, ils se font apparaître, oh, j'ouvre ma télé, puis c'est quoi? C'est quoi ça? Des bonhommes, des jeux, puis le monde, ils comprennent pas. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi, avec le temps, les gens vont y aller, puis il y a tellement un gros engouement, puis il y a tellement d'argent, puis dès qu'il y a de l'argent dans quelque chose, les médias sont dessus, les compagnies sont dessus, si l'argent est là, les gens vont y aller. Fait que moi je suis convaincu que dans les quelques années, là, de plus en plus les e-sports vont, et surtout ici, là, mais ça va se développer. Plus précisément, où tu vois les e-sports de la court et moyen terme, là, à l'échelle mondiale? Là? Moi je pense que prochainement, il y a déjà eu des pourparlers d'entendus pour les Olympiques, peut-être en 2022 même, ils pensaient avoir, peut-être pas dans les compétitions normales, mais d'avoir une partie des Olympiques qui est vraiment réservé aux e-sports. Moi, je pense que c'est un des prochains gros mouvements dans la chose. Sinon, il y a beaucoup de contrats dans les prochaines années qui ont été signés avec des grosses chaînes de télé américaines, des ligues nationales aussi qui s'entendent avec les e-sports. Fait que je pense que dans les prochaines années, toutes ces ententes-là, ils vont voir le jour, puis ça va commencer de plus en plus là, les e-sports. Tu sais, comme là, au lieu d'avoir une petite émission de 20 minutes à chaque semaine, ben là, ça va être comme une émission d'une heure. Puis à un moment donné, 2 émissions d'une heure. Fait que moi, je pense que c'est juste avec le temps. Tu sais, on regarde les e-sports il y a 5 ans, jamais on pourrait dire que les mondiaux auraient été plus regardés que la finale de la NBA. Tu sais, ça avait comme même pas de bon sens, League of Legends. Tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Je suis content que tu sois venu nous l'expliquer parce que j'avais de la misère à saisir à quel point c'était immense, puis c'était important. Puis je trouve que tu as bien expliqué. Puis
ça donne cette curiosité-là d'aller jeter un coup d'œil à ce phénomène-là, puis à l'envergure que ça prend aussi. Mais je pense que ça va rester spécialisé dans la mesure où c'est pas tout le monde qui va s'intéresser au baseball, c'est pas tout le monde qui va s'intéresser au golf, mais je pense que de plus en plus, les gens vont comprendre pourquoi l'intérêt est là. Je pense que c'est ça la grosse chose qui va changer. Puis avant qu'on se quitte, je voulais t'entendre sur une nouvelle que j'ai vue et que j'ai lue, Oui. qui se disait en fait qu'il y a un regroupement de médias américains qui veulent négocier un terrain d'entente avec Google et Facebook, parce que c'est comme ces deux... c'est ces deux compagnies-là qui contrôlent le marché des nouvelles en ce moment. Puis je voulais savoir ce que tu en penses par rapport à cette nouvelle-là. Cette espèce de duopole qui règne dans la sphère médiatique mondiale. Honnêtement, je pense que c'est un combat un peu perdu d'avance. Premièrement, parce que on regarde juste Facebook. Facebook ont 2 milliards d'utilisateurs. Ils ont eu en juin 2017 2 milliards d'utilisateurs. Google possède tellement. Ils ont tellement un gros pouvoir d'achat puis une grosse part de marché de tous les milieux de l'information. Fait que je pense que c'est un peu. C'est comme un peu. La bombe est déjà sautée. C'est comme. On peut pas revenir en arrière. Je veux dire, les 2 milliards de Facebook là vont continuer à augmenter. Tu pourras pas descendre ça. Fait que je pense que oui, c'est un combat perdu d'avance, mais pas nécessairement perdu d'avance, c'est juste que je pense qu'on le prend d'un mauvais côté. Ouais. Puis je pense qu'au niveau des nouvelles, je pense pas qu'il faut nécessairement lutter contre Facebook, mais au contraire, il faut apprendre à mieux l'utiliser. Ben, c'est ce que je pense aussi. Ils veulent réduire les fake news là, et préserver comme l'avenir du journalisme, mais il me semble qu'on ne vise pas à la bonne place. Ouais. Puis de ce que j'ai pu voir et constater dans mon programme collégial, comme toi, on est en journalisme, c'est que les gens, pour la plupart, s'informent directement sur Facebook. Ouais. Fait que si on veut retirer cet aspect-là de Facebook, les jeunes, principalement, s'informeront plus parce qu'ils n'ont pas les réflexes d'aller sur lapresse.com, le Journal de Montréal, regarder la télévision pour les nouvelles. Ouais, exactement. Puis moi, je pense qu'au-delà de ça, t'as souvent aussi le fait de dire que les gens, c'est pas par mal intention ou c'est pas parce qu'ils veulent pas s'informer, c'est juste qu'ils ont pas développé l'esprit critique de savoir de dire hey, ça c'est un fake news, ça c'est une vraie nouvelle. Puis je pense que c'est un peu ça le problème, puis là on prend le problème au sens large là, mais de dire que si mettons nous on n'avait pas eu de cours de journalisme, c'est dur de dire comme hey, ça c'est une fake news, puis de dire hey, check tes sources, ou ça c'est crédible, ça c'est crédible. Mais quelqu'un qui a pas eu de cours de journalisme par rapport à ça, lui la personne va voir ça, puis c'est difficile, surtout pour les jeunes qui ont pas été nécessairement habitués à avoir de connaître les sources qui sont peut-être un peu plus fiables, t'sais. Mais je pense que de vouloir combattre Facebook, c'est une erreur. Moi je pense que les médias traditionnels qui de plus en plus s'en viennent de version électronique devraient au contraire continuer à offrir de plus en plus un contenu de qualité, puis que justement qui se démarque des fake news, exactement. que les gens, notamment les jeunes, puissent voir que c'est ça. Puis je pense que notamment Vice fait un beau travail en journalisme et urbanisme, parce que justement ils sont capables d'aller au lieu d'essayer de toujours vouloir ramener ça comme c'était avant, de surfer avec la vague puis de dire comme hey, regardez, du nouveau journaliste, ça peut être ça. Oui, ok, ça peut être un petit peu éclectique, c'est bords, mais ils profitent de cette plateforme-là. Exactement. Puis, pour justement rejoindre le plus de monde possible. Puis ils ont compris que c'est avec ce journalisme électronique-là que je veux dire, l'avenir est là-dedans. Là. Puis tu sais, c'est comme un peu, moi j'ai envie de faire un parallèle un peu avec la politique. T'sais. Des fois, on entend souvent dire que les gens ne s'intéressent pas à la politique, mais c'est parce que si tu vas pas en politique ou dans un programme qui est directement lié à ça, t'en apprends pas de politique. T'as pas envie d'emblée d'apprendre c'est qui Stephen Harper, c'est quoi sa programme, c'est qui Justin Trudeau, c'est qui. T'as pas envie d'apprendre ça. Mais c'est un peu la même affaire avec le journalisme puis les nouvelles. Si d'emblée tu te fais pas exposer à c'est quoi un aspect critique en journalisme, tu vas voir ça, tu vas dire c'est écrit sur le journal, c'est vrai. Tu vas pas penser à dire hey, de double vérifier, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Fait que je pense que c'est un peu ça le problème, tu sais. Puis on parlait un peu de l'avenir du journalisme. Mais je pense que l'avenir du journalisme, puis que les médias traditionnels qui, mettons, je pense aux gros journaux qui s'associent aux Américains, je pense qu'on dirait qu'ils ont peur de perdre, eux, leur part du marché journalistique. Parce qu'en 2017, les journalistes, c'est plus 3 journaux qu'ils ont. C'est 15 journaux. C'est le monde, tout le monde peut être journaliste. Tout le monde peut être journaliste. Toi, tu vas peut-être pouvoir prendre ton information sur un gars sur YouTube qui travaille au Michigan, puis que lui, il sait tout, il sait tout de son patelin. Ben moi ça pourrait peut-être être au contraire un gars qui en faisant du e-sport il parle de politique. Les gens s'informent plus au même endroit. Fait que je pense que oui, c'est sûr qu'il y a une masse d'informations, il y a des fake news, c'est vrai, mais je pense que si les médias traditionnels veulent se battre contre ce fléau là qui est la fausse information, ben continuez à offrir un contenu de qualité,
Puis justement, les médias comme Vice Urbania, prenez exemple sur eux. Je suis pas en train de dire de complètement changer leur plateforme pour dire, hey, on est jeune, on est trendy. Peut-être pas comme ça. Mais de dire que, hey, ok, on avance avec le temps, on est sur les réseaux sociaux. Oui, ok, ça a changé la game, mais on s'adapte. Puis je pense que les journalistes qui vont réussir à faire ça vont continuer à véhiculer la bonne Je pense que le mot-clé, c'est accessibilité. aussi. Je veux dire, si tu restes dans ton format papier, que personne lit ou que ça intéresse plus ou moins de monde, mais si tu es sur les plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, c'est là qu'on va pouvoir te lire. Oui, puis c'est sûr que c'était plus dur qu'avant d'avoir. Parce que, tu sais, avant, les gens s'informaient par le journal. Il n'y en avait pas de fake news à proprement dit dans le journal. Tu sais, ce qu'il y avait dans le journal, c'était ce qu'il y avait dans le journal. Mais là, aujourd'hui, tout le monde peut faire un faux site avec. Ça prend 5 minutes, tu fais un faux article. Tu sais, je pense notamment les nombres d'articles du journal de Montréal qui a été partagé par tout le monde, puis que les gens s'informent pas. Mais eux, ils ont compris un peu ça, puis ils veulent rire. Tu sais, c'est satirique un peu leur chose, mais ils ont touché un point sensible de fait que les gens sont tellement habitués à dire comme ça ressemble au journal, c'est comme sont trop habitués à croire leurs sources, mais ils questionnent plus. Fait que je pense que c'est ça le gros du problème. Merci à toi, Number 22, Dave Yarno Leblanc, pour la richesse du propos qu'on peut suivre sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook, ouais, sur Instagram, Pinterest. sur Pinterest. Ton nom Instagram, c'est? Oui, c'est Army Lydie, pour ceux qui s'en entendent. Non assez spécial. Mais on aime. Mais si jamais vous voulez me contacter sur Facebook, Arnaud Leblanc. Merci à Number 22 Dave Arnaud Leblanc pour la musique originale aussi. Mon nom est Nicolas Richard et on se dit à la prochaine pour une autre émission de Jeunes d'aujourd'hui.